Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo d'une partie évidemment. Donc, je vais pas vous écrire le nom dans. Je pense pas que je vous écrive le nom dans le titre pour vous laisser la surprise. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà deviné par rapport à ce qu'ils peuvent voir sous les yeux. En tout cas, déjà, je voulais remercier donc tous ceux qui ont écrit des commentaires sous la vidéo vote. Franchement, je crois que c'est la première fois qu'une vidéo me fait autant de commentaires, donc ça me touche vraiment. Merci à tous ceux qui ont participé au vote. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que pour tous vous remercier, parce que voilà, j'ai le cœur sur la main entre guillemets, pour tous vous remercier d'avoir voté, je vais faire une vidéo de tous les jeux que vous avez notés. Et oui, vous avez vu ça? Je pense à vous. Donc évidemment, je ne pourrai pas les faire tous d'un coup, évidemment, vous vous doutez bien, mais je ferai une vidéo à chaque fois de ce que vous avez noté, en prenant tous les commentaires. Donc évidemment, s'il y a plusieurs jeux qui reviennent, je ne vais pas faire 15 vidéos du même jeu, j'en ferai qu'une, mais je vais faire tous les jeux qui ont été votés, comme ça, pas de jaloux. Et comme ça, voilà, c'est mon remerciement que je vous donne. Donc attendez-vous à avoir tous les jeux qui ont été notés dans les commentaires. Et on va commencer tout de suite du coup avec le premier jeu qui a été. Alors je vais pas forcément les faire dans l'ordre par contre parce que j'ai pas les heures notées tout ça. Enfin voilà, je me prends pas la tête. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait simplement, je lis comme ça les commentaires. Je les ai notés. Et puis j'ai noté en fait les jeux que vous avez indiqués évidemment. Et je fais tous les jeux que j'ai notés comme ça dans l'ordre, peu importe, suivant mon humeur ou tout comme ça. Le premier jeu qui revient et qui est prisé par pas mal de personnes, c'est, alors je sais pas s'il y en a qui vont reconnaître, si je vous mets, évidemment il faut que j'allume ma lumière pour que ça marche mieux, si je vous mets ça, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Ah ah! Et oui, je crois qu'il y en a qui savent. Deep Madness. Pas mal de gens du coup ont demandé à voir une vidéo de Deep Madness, donc voilà, la première vidéo du coup de la chaîne sera une vidéo Deep Madness pour remercier tous ceux qui ont voté. Voilà, et la prochaine vidéo sera donc un autre jeu que une personne a voté. Donc je vous remercie encore d'avoir voté, franchement ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc là, on va démarrer la mise en place. Donc j'ai commencé un petit peu la mise en place moi de mon côté pour pas non plus que ça fasse une vidéo de 4 heures juste pour une mise en place, sachant que vous savez très bien que l'épisode 0 généralement c'est la mise en place. Et je vais également décrire un petit peu ce qui se passe pour ceux qui connaissent pas le jeu. Voilà, je vais décrire un tout petit peu les règles pour ceux qui connaissent pas le jeu. Alors, il faut savoir que c'est un jeu que j'ai farmé beaucoup au moment où j'ai reçu le Kickstarter, donc il y a énormément de temps. Il doit y avoir maintenant 2-3 ans. Et c'est vrai que j'ai fait la campagne entière. Et c'est vrai que j'ai pas rejoué depuis, donc j'ai encore des notions de règles, mais ça reste encore un peu flou dans mon esprit. Donc voilà, si besoin, je retournerai vite fait dans le livre de règles. Ça devrait bien se passer, c'est pas un jeu trop compliqué, donc ça devrait aller. Voilà. Donc là, en termes de mise en place, déjà, je vous ai fait une caméra, comme vous pouvez le voir, où vous avez le plateau. Donc tout ça, ça représente le plateau de jeu. Donc il faut savoir que ce jeu, c'est un peu comme le film. Il y a un film qui est sorti récemment. Je sais plus le nom. Je crois que c'est Deepwater ou un truc comme ça, je sais plus. C'est avec la fille qui joue dans Twilight, vous savez, la meuf qui tombe amoureuse du loup-garou, en même temps du vampire, vous voyez. Et ben en fait cette fille-là, elle a fait aussi un film et ça reprend un petit peu justement Lovecraft, parce que ce jeu reprend un petit peu Lovecraft. Donc ça se passe en gros, c'est une station sous-marine en fait. Ça se passe en gros en dessous et du coup voilà, en fait je vous explique, je vous lirai carrément l'histoire, comme ça sera plus simple, vous allez mieux comprendre. Mais en gros, voilà comment ça se passe. On va avoir des salles rouges, ça veut dire que c'est des salles contaminées entre guillemets. Généralement c'est par là que les monstres vont arriver avec ces petits, vous voyez les petites tentacules là, comme ça c'est vraiment très beau. Donc les monstres vont arriver toujours dans les salles rouges. Et puis les salles pas rouges, comme celle-là, ce sont des salles où justement elles vont devenir rouges au bout d'un moment, parce que ça se répand, en fait, le mal se répand entre guillemets. Vous avez ici des salles bleues. En fait, les salles bleues, c'est qu'elles sont sous l'eau. En fait, il faut savoir que c'est une base sous l'eau, en fait, ouais, c'est une base souterraine, mais sous l'eau. Et du coup, il y a des pièces qui ont été inondées, parce qu'il y a eu des fissures ou des brèches, un peu exactement comme dans le film, pareil que dans le film. Et donc du coup, vous avez des salles qui sont inondées, mais il y en a d'autres qui ne sont pas inondées. Par exemple, celles-là ne sont pas inondées. Pour représenter ça, en temps normal, on a des jetons d'eau qui sont assez dégueulasses, critiqués par la communauté.
faut le dire. Vous savez très bien que moi, quand quelque chose ne me plaît pas ou pas bien, je le dis. Mais inversement, quand quelque chose est bien, évidemment, je vais le dire. Donc c'était des jetons comme ça, vous voyez, un peu foireux. Ce qui fait que quand je mets ça, par exemple ici, pour indiquer que cette salle est sous l'eau, on est d'accord que c'est quand même pas très, enfin, c'est pas ouf quoi. Donc là, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des petites tuiles bleues, comme vous pouvez voir ici, que je pose sur les cartes, enfin sur les tuiles, de plateau plutôt. Alors, je reconnais que ça fait du coup un petit peu plus sombre par rapport aux cases. On voit pas bien par rapport aux cases. Par contre, par rapport à l'eau, franchement, on voit carrément que là, on est dans l'eau, quoi. Il n'y a pas photo. Quand on est là et quand on est là, on sait que là, on est dans l'eau. Donc voilà, je préfère quand même jouer avec. J'espère que vous, sur la vidéo, vous verrez bien la différence en tout cas. Mais c'est plus immersif que les petits jetons tout verts là, tout moche, voilà. Donc je préfère avoir ça. Donc là, donc ça c'est le scénario 1 tout simplement qu'on va pouvoir lire plus tard et qu'on va vous expliquer. Donc une tuile, comment ça se présente pour ceux qui connaissent pas. Vous avez des traits verts, enfin pas verts mais blancs en fait, par exemple ici, pour indiquer les pièces, enfin les salles en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Présentement ici. Et ici sur cette tuile là par exemple, je ne sais pas si on voit bien ici, il y a un trait, ça fait 1, 2, juste au-dessus là on fait 1, 2, 3 parce que là il y a carrément un mur avec un trait jaune. Le trait jaune indique qu'on peut mettre une porte par exemple. Ouais, qu'on peut fermer à clé une porte, enfin on peut mettre une porte. Là vu qu'il n'y a pas de trait jaune, on ne peut pas mettre de porte. Là il y a carrément une porte, vous voyez, donc là en fait, quand vous voyez l'entrée d'une porte ici et la sortie d'une porte, donc là c'est relié en fait. Là pareil, il y a en porte-porte, donc c'est relié également. Là il y a porte-porte, c'est relié, etc. etc. La porte-porte, c'est relié, vous voyez, donc ça marche comme ça les tuiles. Donc là en fait, je peux faire hop, 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 je peux aller là, repartir par là, vous voyez, ou alors passer par là, hop. Là je peux pas monter parce que là il n'y a pas de porte. Vous voyez, là il n'y a pas de porte, donc je peux pas monter. D'ailleurs, je crois bien que celle-là elle est bouchée, il faudrait que je mette le pion. Voilà, enfin voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée un petit peu du plateau, comment que ça se goupille, entre guillemets. Donc voilà le chapitre 1. Ouais, normalement vous devez tout voir, mais de toute façon on bougera si jamais la caméra. Mais en gros, voilà, en gros ça fait ça. Le plateau, voilà, là vous avez l'extrémité et là vous avez l'autre extrémité ici. C'est pas plus grand, pour le chapitre 1 en tout cas. Donc ça fait pile poil, la hauteur de la caméra est pas mal pour avoir une immersion totale évidemment des personnages. Donc voilà. La deuxième caméra que j'ai fait, ça sera une caméra donc de personnage, comme vous en doutez. Par contre, j'ai dû la faire un petit peu plus. J'ai fait au maximum rapproché. J'aurais pu la faire un peu plus éloignée, mais c'est pas top. La maximum plus à rapprocher, sachant qu'on est obligé de jouer à 6 pas investigateurs, mais à 6 personnages. On pourrait jouer à 4. Mais clairement, le jeu était conçu pour jouer à 6, donc c'est quand même préconisé de jouer à 6. Donc voilà, nous on va jouer à 6 parce que c'est quand même mieux, parce que vous verrez que la stratégie justement va être du fait que les personnages vont avoir des capacités différentes et qui vont se comboter entre personnages. Donc quand vous jouez à 6, évidemment, les capacités se combotent, vont plus se comboter que quand vous jouez à 4. Donc nous on va jouer à 6, pas, je suis obligé, ouais. Et du coup, je peux pas mettre les 6 comme ça tout au long, parce qu'évidemment, j'ai pas assez de place sur ma table. C'est une table que j'ai, hein, c'est pas un château. Et donc du coup, je suis obligé de faire 3 et 3 pour que vous voyez. Donc je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc là, j'ai mis des petits trucs que j'avais fait à l'époque avec les couleurs pour indiquer les couleurs. Parce que c'est vrai que dans ce jeu-là, contrairement à This War of Mine où ils nous ont mis les couleurs, ben là en fait, ils nous ont pas mis de couleurs, ce qui fait qu'on sait pas vraiment de temps en temps, on sait pas quel personnage est qui. Donc moi, j'avais fait des petits trucs comme ça là, avec des couleurs autour pour reconnaître bien. Bon, vous voyez peut-être pas bien la caméra, mais il y a rouge, jaune, vert, rose, bleu et bleu clair. Voilà. Donc voilà, là pour l'instant évidemment je n'ai pas choisi les personnages, hein, vous savez que j'aime bien choisir avec vous, mais c'est juste que voilà, je vous présente en gros la mise en place, donc j'espère que vous verrez bien. À la rigueur, ce que je pourrais faire, c'est que les personnages ici, enfin les cartes de personnages, je pourrais limite les relever un peu pour un peu mieux voir. En termes de gameplay, on va jouer avec le jeu de base, ce qui est logique. On va jouer avec tous les monstres qui existent, hein. Ça peut être même des monstres d'extension, c'est pas grave. On va jouer également avec l'extension, mince, comment elle s'appelle? Je sais plus, visage. Voilà, l'extension visage.
Alors pourquoi? Alors ça va être la première fois que je joue avec, parce que quand j'ai farmé Deep Madness, en fait, visage n'existait pas, parce qu'à l'époque du Kickstarter, en fait, ça je l'ai reçu au deuxième Kickstarter, au reprint. Donc quand j'ai farmé Deep Madness, ça n'existait pas encore. Donc du coup, on va jouer avec parce que j'ai jamais joué avec, j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec, donc je me suis dit bah tiens, c'est l'occasion, pourquoi pas pour tester avec. Donc je vous expliquerai en temps voulu les règles évidemment. C'est pas bien complexe. Et on va jouer également avec Dagon. Donc Dagon, en fait, ça ajoute des cartes comme ça. C'est des cartes à capacité. Je vous expliquerai également en temps voulu. Que j'ai mis à gauche. Mais peut-être que je changerai évidemment pendant la partie la mise en place. Pour l'instant, les cartes Dagon, je les ai mis là, vous voyez, à gauche là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir gagner des jetons comme ça. Et pendant notre partie, on va pouvoir les placer sur la carte qu'on veut, entre guillemets. Et une fois qu'on a mis les 3 jetons, ben, on gagne la compétence. Donc ça peut être plusieurs compétences différentes. C'est toujours généralement des compétences de groupe. Et ce que j'aime bien, c'est que ça ajoute de la stratégie au jeu, le fait d'avoir les compétences. C'est pour ça que j'aime bien jouer avec cette extension. L'autre extension, je crois que c'est Oracle. Elle nous apporte des choses, une mécanique, mais qui est beaucoup moins utile, je trouve, dans le jeu. Moi, ma préférée, c'est Dagon, c'est celle-là. Et les sphères qu'on va voir. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Ici, j'ai mis la piste donc qui est décrite évidemment dans le livre de scénario. C'est pas moi qui choisis. Pareil, elle est un petit peu loin, mais bon, ça va. Je peux pas faire autrement. J'ai qu'une petite table, hein, n'oubliez pas. Je fais toujours au mieux pour vous montrer au mieux. Alors, en termes de mise en place, du coup, on nous dit quoi? On nous dit que on doit poser des jetons de corruption sur toutes les salles qui sont corrompues en fait. Parce qu'en fait, toutes les salles corrompues, c'est les salles rouges. Donc elle est rouge, hein, vous la voyez pas bien parce qu'il y a le truc bleu dessus. Mais elle est rouge. On peut reconnaître c'est rouge parce qu'il y a plein de tentacules un peu partout, alors que les salles non corrompues, elles sont assez propres. Donc elle, on sait qu'elle est corrompue. Elle, par exemple, elles sont pas corrompues, celle-là. Celle-là non plus, celle-là non plus. Celle-là, oui, par contre. Celle-là, elle est corrompue, hein, celle-là. Donc en fait, il faut mettre un jeton, donc un jeton corruption sur toutes les salles. Un jeton corruption, c'est quoi? Un jeton corruption, c'est ça. Et c'est qu'en fait, quand on va finir, donc on va mettre sur la salle, et quand on va finir notre déplacement sur la salle qui est corrompue, et ben on va devoir subir les effets du jeton. Voilà. Alors il y a une variante qui consiste à ne pas jouer avec, mais nous on va jouer avec, il n'y a pas de raison. Ça apporte de la stratégie aussi au jeu pour pas finir n'importe où. Parce que, par exemple, si on finit sur cette case-là alors qu'on se prend des dégâts, ben ça vaudra peut-être pas le coup, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça apporte également de la stratégie. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans mon sac magique tous les jetons et on va devoir les positionner sur les cases corrompues. Sachant qu'on n'en met pas sur les cases de spawn. Hein. Donc je vous rappelle, ça c'est une tuile et une case, c'est ce qui est découpé à l'intérieur. D'accord? Donc là, je vais devoir mettre un jeton là, un jeton là, un jeton là, un jeton là. Par contre, ici, comme il y a un pion de génération de monstres, c'est-à-dire que c'est là que les monstres vont spawn, mais ici, je ne dois pas en mettre. D'accord? À chaque fois qu'il y a un pion de génération, on n'en met pas. Donc c'est parti. Je ferai au pif. Alors, on va commencer par cette salle-là. Allez, le premier, hop. Ah bah, c'est un +1 dégâts, il me semble. Ça c'est quoi? Bah je sais plus, je crois qu'on perd 1 pour l'eau en fait, enfin vous verrez parce que l'eau en fait il y a de l'oxygène. Il y a de l'oxygène et du coup, ça c'est quoi? La santé mentale. Il y a de l'oxygène, en fait à chaque fois qu'on est dans l'eau on va perdre de l'oxygène et plus on va rester dans l'eau, plus ça va devenir dangereux de rester dans l'eau évidemment. Et si on a vraiment plus d'oxygène, et ben on meurt. Ce qui est logique, hein. Donc il va falloir jongler en fait avec l'eau, tout simplement. Donc quand on est trop dans l'eau, après il va falloir sortir de l'eau pour remonter notre oxygène. Et une fois qu'on a remonté notre oxygène, on pourra retourner dans l'eau. Une autre salle corrompue, il y en a une ici, vous voyez, mais ici il y a un jeton génération, donc il faut mettre qu'un pion là, puisque là il y a un jeton génération. Ça c'est quoi? Ah oui, ok. Ensuite, la salle qui est là. Donc pareil, un jeton ici. Un jeton ici. Ici. Bon, évidemment, on verra les jetons. On verra les jetons, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Il me reste 3 salles corrompues. Donc, allez, un ici. Ah bah disons, 2 fois qu'on a celui-là. Un ici.
un dégât. Ensuite, un ici. Voilà. Là, on a mis tous les corruptions sur toutes les salles. Donc évidemment, il va falloir lire parce que je me rappelle plus. Je me rappelle plus des jetons. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant la game, en même temps qu'on va jouer, évidemment, il va y avoir des monstres, hein, vous en doutez bien. Mais en fait, les salles vont se corrompre petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il y en a même peut-être qui vont peut-être passer dans l'eau, on ne sait pas. Mais les salles vont se corrompre et à chaque fois qu'on va corrompre des salles, on va devoir piocher des pions pour les rajouter. Donc ça va être, en fait, plus on va prendre du temps à faire tout ce qu'on a à faire et plus ça va être dur, entre guillemets. Donc ici, en fait, c'est si on finit ce jeton-là, il me semble que si on finit sur cette case à la fin de notre mouvement, eh ben on prend un dégât. Puisque là, c'est pas bien compliqué. Celui-là, il me semble qu'on perd un oxygène. Voilà. On perd un oxygène comme si on était dans l'eau en fait. Alors je vais quand même vérifier, mais il me semble que c'est bien ça. Alors, non, en fait, c'était presque ça, mais c'est en fait, en temps normal, quand on fait une action sous l'eau, on doit dépenser un d'oxygène pour pouvoir faire l'action, puisqu'on est sous l'eau, c'est logique. Et ben quand il y a ce symbole-là, enfin ce pion-là sur la case, du coup, c'est pas un d'oxygène, c'est deux d'oxygène qu'on doit dépenser, puisque un pour le pion et un pour la salle. C'est-à-dire que si ce pion-là était là, eh ben, on devrait perdre un d'oxygène même si la salle n'est pas sous l'eau. Donc voilà pour ce pion-là. Ce pion-là, c'est si on se termine notre tour ici, on perd un santé de mental. Et ce pion-là, si on termine notre tour ici, on perd une carte d'équipement, aléatoirement. Voilà. Ici, on a -1 d'évasion ici, donc on verra ce que c'est l'évasion en temps voulu. Ici, il y a quoi tiens, ici, ça fait spawn des monstres, ça je crois, non? Le 1 tout court. Ouais, c'est ça. On fait apparaître un monstre avec un d'horreur ici. Si on termine notre tour ici, donc il faudra faire attention ici. Ici, on a -1 dé quand on fait un test de résistance, je crois. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Oui, c'est ça. On a -1 dé en résistance. Et ici, pareil, santé mentale. Et le reste, on a vu. Voilà. Les autres pions, on a vu, on n'a pas eu d'autres pions. Ah non, il y a celui-là, on n'a pas vu. Celui-là, c'est si on finit notre tour, du coup, ici, là. C'est quoi déjà, main liée ou pied lié? Main liée, ça veut dire qu'on peut pas faire d'action d'attaque. Tant qu'on a ce pion-là, il va falloir le défausser. En gros. Voilà, un petit peu pour les pions corruption. Un petit peu. Donc je vous lirai évidemment le scénario, donc on verra ce qu'il faudra, on verra ce qu'il faut faire pendant le scénario. En plus de survivre, hein, vous vous doutez bien. Alors c'est un jeu qui est quand même extrêmement dur, mais extrêmement dur, hein. C'est impressionnant. Je crois que le scénario 1, à l'époque, j'ai dû le refaire 6 fois pour le gagner, pour vous dire, hein, tellement que c'est dur. Puis après, quand même, avec l'extension Dagon qui rajoute un petit peu plus de mécanique, ça nous aide un petit peu, mais ça reste quand même assez dur. Donc là, pour les biens de la vidéo et pour pas qu'on se fasse chier, entre guillemets, enfin pour pas qu'on recommence 40 fois le scénario, si jamais vous voulez voir la campagne, hein, le but c'est, si vous avez envie de voir la campagne, parce que ça se joue en campagne, si vous voulez suivre l'histoire et voir la campagne, bah vous me le dites, puis je continuerai la campagne, mais on jouera en mode, voilà, on va jouer en mode simplifié entre guillemets par rapport aux règles préconisées qu'on a eu du dernier KS. Je me demande si du coup ça fait pas un peu trop près. Est-ce que faudrait pas que je monte la caméra un peu pour voir un tout petit peu plus le plateau? Je vais peut-être essayer, si je peux évidemment. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Désolé. Alors oui, pendant la mise en place, je fais des tests en même temps. Alors je fais déjà pas mal de tests hors caméra, enfin hors vidéo évidemment, vous vous doutez bien. Et là je pourrais monter un petit peu, voilà, pour que vous voyez un tout petit peu mieux le plateau. Bon, ça fait un tout petit peu moins, comment dire, immersif entre guillemets, mais on voit un tout petit peu plus, donc c'est un peu mieux je pense. Voilà, j'ai vraiment monté de que dalle, hein. Est-ce que vous êtes droit? Pas du tout. Là oui. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ouais, si c'est pas mal, je pourrais à la rigueur. Ouais, non, c'est pas mal. J'ai monté un tout petit peu, c'est pas mal. Ça permet en fait de voir comme ça tout le plateau quand je recule. Vous voyez? Si je fais une petite vue comme ça à reculons, ça vous permet de voir vous tout le plateau dans sa longueur. Donc ce qui me permettra de faire des situations quand je vais parler pendant 15 minutes pour vous expliquer que je vais faire deux mouvements. En gros.
Voilà. Ok, donc là on est pas mal pour le plateau. Alors évidemment au fond j'ai mis toutes les cartes. Donc ici en fait, bon bah, en termes de cartes, on a des cartes, ce qu'on appelle des cartes horreur ou madness, je crois. Alors les cartes sont toutes faites pareil. Il y a un texte d'ambiance et puis après il y a ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et là c'est les cartes de folie. Voilà, donc ça c'est les cartes de folie et les bleus c'est les cartes qui vont plutôt nous aider en gros. Mais ça voilà, je reviendrai dessus en temps voulu évidemment pendant la partie. Et en plus je les ai pas mélangées. Et ici on a les cartes de stuff. Voilà, par exemple là un pied de biche. Pied de biche plus un évasion, corps à corps, enfin bref, on apprendra à lire la carte évidemment. Et puis après, voilà. Donc là, en termes de mise en place, il faut qu'on pioche les monstres parce qu'il faut savoir que dans ce jeu-là, ce qui est bien en fait, c'est que vous pouvez recommencer une partie autant de fois que vous voulez. Et en fait, les monstres, c'est aléatoire tout le temps. Donc ça, c'est bien. Les monstres, il y en a l'appel, sachant qu'il y a aussi des monstres qu'ils appellent ça des monstres élites. Mais là, on va pas jouer avec, évidemment, parce que ça deviendrait trop compliqué. Sachant que j'ai créé une variante avec un ami à l'époque où je jouais beaucoup. J'ai créé une variante de jeu qui doit être sur BGG, vous pouvez je pense la trouver sur BGG, qui est une variante pour réguler la difficulté. Parce qu'en fait dans ce jeu-là, le problème, voilà, c'est un peu son défaut, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur la difficulté, parce qu'en fait la difficulté va plus se passer par rapport aux monstres. Et comme on tire les monstres aléatoirement, on ne va pas contrôler la difficulté. Par exemple, en fait, on a ce qu'on appelle, sur chaque carte de monstre, on a un niveau d'horreur. Ici, par exemple, le délire, c'est un monstre, et il a le niveau d'horreur 1. Le niveau d'horreur 1, généralement, c'est des monstres moins puissants que le niveau d'horreur 2, etc., etc. C'est-à-dire que les deux seront moins puissants que le niveau d'horreur 3, etc., etc. Il n'y a pas de limite de niveau d'horreur quand on va jouer avec jouer, en fait, tout simplement. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien faire une partie avec 9 en niveau d'horreur, si je fais le cumul de tous les monstres. 9 en niveau d'horreur, c'est limite auto-lose. C'est même pas la peine de jouer, c'est game over direct. Vous ne pourrez pas gagner. Donc en fait, c'est un peu le problème de ce jeu-là, c'est que comme les monstres sont tirés aléatoirement, du coup, en plus de la difficulté du scénario, évidemment, si vous tirez un nombre d'erreurs qui est beaucoup plus élevé que la moyenne, parce qu'évidemment, quand le créateur a créé le jeu, il a fait le calcul d'une moyenne. La moyenne, c'était 7, puisque quand j'ai fait, moi, les statistiques de toutes les cartes, on arrive à une moyenne de 7, donc je me suis dit qu'il a voulu faire une moyenne de 7. Et donc, j'ai créé cette variante-là, que vous pouvez retrouver sur BGG, je pense, justement en partant de cette variante de 7. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur BGG. Vous l'avez peut-être déjà imprimé. D'ailleurs, non, je ne l'ai pas imprimé, bizarre. Je ne l'ai pas imprimé, bah non, parce que je la connais. Voilà, donc on l'a créé. Évidemment, je ne l'ai pas créé en mode aléatoire, on s'en fout, vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai vraiment créé en mode avec des stats, avec des tests. J'ai fait beaucoup de parties, je vous dis, sur le jeu. Là. Franchement, sur le jeu, j'ai fait énormément de parties. Pendant un temps, on y jouait pratiquement tous les dimanches avec des amis. Donc non, je connais bien le jeu, donc j'ai fait beaucoup de tests et voilà, c'est une bonne variante. Mais voilà, on va voir ce qu'on tire de toute façon, ok? Donc là, il faut tirer 6 monstres, tout simplement. Donc je mélange bien. Voilà. Et comment ça se présente? Donc du coup, le jeu, c'est un jeu en fait qui est un peu différent des autres, puisqu'en fait, on va tirer des monstres. Et chacun leur tour, les monstres vont jouer, les personnages vont jouer, les monstres vont jouer, les personnages vont jouer. Voilà, ça se joue comme ça à tour de rôle. Ça va pas être comme un jeu comme par exemple Zombicide, où vous allez jouer tous vos personnages, ensuite tous les monstres, ou les jeux dans le même genre, quoi. Ça peut être du Massive Darkness, c'est pareil. Non, là c'est vraiment la particularité de ce jeu-là, c'est que vous allez jouer un monstre, après un personnage, un monstre, un personnage, un monstre, un personnage, et évidemment ça va changer. À chaque tour, il y a un espèce de roulement qui va changer. Et c'est vrai que cette mécanique-là, elle est rigolote. C'est une sorte de piste d'initiative, quoi, en gros. Ok? Donc je vais couper. Allez, une. Donc là, ça va être tous les monstres. Alors, je sais pas comment je vais les mettre pour la vidéo. Parce que là, ça me paraît bizarre. L'envers. Donc 3, 4, 5, 6. Voilà, il me semble qu'il y en a 6. Par contre, il peut parfois, des fois, en arriver 7. Suivant ce qui se passe. Donc déjà, premier monstre que l'on va devoir affronter sur cette game, c'est ça qui est bien, hein, c'est que les monstres, donc ils sont quand même aléatoires et regardez tout ce qu'il y a. Hein. Il y a tout ça en monstre, vous imaginez tout ce qu'il y a?
C'est-à-dire que là, si vous voulez faire le chapitre 1, parce qu'ils ils appellent ça des chapitres, si vous voulez faire le chapitre 1 avec cette monstre-là et que vous voulez le refaire, bon, le thème du scénario évidemment restera le même, les objectifs du scénario resteront le même, mais vous pouvez très bien dire bon bah j'ai joué avec ceux-là, je les enlève, je reprends 7, vous voyez. Donc c'est ça qui est bien dans ce jeu-là, c'est qu'aussi la variété de monstres est juste énorme, vraiment énorme. Ça c'est vraiment bon. Donc le premier monstre c'est quoi? Une hydre. Ouh. Donc horreur 1 pour l'instant. Ça va. On verra les pouvoirs parce que chaque pouvoir de monstre est différent pour chaque monstre. Donc là, pour l'instant, on a une hydre. Le deuxième monstre, ouf, un difforme. Donc là, déjà, c'est un peu plus costaud déjà. Vous voyez, horreur 2, donc difforme, c'est un peu plus costaud. On aura atrocité. Pareil, 2 d'horreur. Donc là, on a 5. Ensuite, désespoir. Ok, donc là 0 d'horreur, parfait. Ensuite, vorace. Très bien. Et ensuite, hystérique. Ok, donc là en termes d'horreur, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez ce que je vous ai dit. Donc on a eu 7 d'horreur, ce qui est la moyenne. 7 c'est la moyenne. Généralement, par rapport au tirage que vous allez faire, vous allez toujours avoir une moyenne environ de 7, ça peut aller jusqu'à 6, ça peut aller jusqu'à 8. Et justement, la variante que j'ai fait qu'en fait, vous tirez pas la dernière carte. La variante qu'on a créée en fait avec un ami, vous tirez pas la dernière carte et vous comptez combien vous avez d'horreur et vous repiochez une carte. Donc par exemple, si là j'avais 2, 3, 4, 5, 6, là j'ai 6. Si je veux avoir une partie plus ou moins plus facile en fait, ben, je vais m'arrêter à 6. Ce qui fait que ma dernière carte, je vais essayer d'avoir une 0. Ce qui fait que je tire, si c'est pas une 0, j'enlève, je retire jusqu'à avoir une 0. Comme ça, j'aurai un taux d'horreur de 6, ce qui fait que ma partie sera beaucoup plus simple qu'à 7. Si vous voulez une partie normale, bah vous allez à 7, donc là vous comptez, donc là j'étais à 6, donc il me faut obligatoirement un monstre à 1. Donc si vous avez un monstre à 2, ça va faire 8, ça va pas aller, donc vous le défaussez et vous reprenez un monstre à 1, etc. Donc en fait, à chaque fois, vous allez contrôler ce qu'on va appeler le contrôle de l'horreur de tous les monstres à la dernière carte, simplement. Voilà. Et pareil, si vous voulez une game un peu plus difficile et vous voulez monter à 8 ou 9, bah vous mettez ici un monstre à 2. Ce qui fait que ça vous permet aussi de jouer avec les élites sans forcément vous faire rouler dessus. Parce qu'il a longtemps été dit en fait ce jeu-là que quand on joue avec les élites, c'est limite impossible. Certains scénarios sont impossibles parce que c'est trop dur avec les élites, parce que les élites c'est 3 d'horreur, tellement qu'ils sont forts. Le fait de contrôler justement ce nombre d'horreurs, si vous avez un élite ici, eh ben vous pouvez justement calculer et comme ça vous restez dans la moyenne même avec un élite, ce qui vous permet de jouer avec les élites. D'ailleurs c'est marqué sur la variante qu'on a créée, on a bien créé avec élite et sans élite. Vous verrez que l'horreur change un peu avec et sans élite par rapport à la moyenne. La moyenne change un peu, je crois que c'est plus 1 avec élite et moins 1 sans élite. Mais allez voir le fichier si ça vous intéresse. Donc là on a les monstres, pour l'instant on a une moyenne de 7, donc c'est plutôt cool, voilà. Mais voilà, c'est vrai que quand par exemple si j'avais eu que des 2, ok, ça faisait 12, bah je vous dis c'est game over. C'est même pas la peine de jouer, je sais que c'est game over déjà. Déjà 8 ça commence à être compliqué, sans élite. Voilà, on est susceptible du tirage, savoir si on va gagner ou on va perdre la game. C'est un peu le défaut, mais aussi c'est bien aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de monstres. Vous voyez, il y a énormément de monstres, donc voilà, ça fait partie du jeu. Sachant que je vous dis la moyenne c'est 7. Donc à moins de ne pas trop avoir de bol, ça va être rare que vous piochez 8 ou 9. C'est très rare. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, hein, mais c'est assez rare. Mais si vous prenez ma variante, franchement, en plus on l'a vraiment bien faite, je trouve. C'est pas pour me lancer des fleurs, hein, mais on l'a fait en mode filigrane et tout avec le livre de règles. C'est vraiment, ça aurait pu clairement être une variante officielle. Clairement, ça aurait pu être une variante officielle. On l'a jamais soumis à l'auteur, mais ça aurait pu clairement en être une. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec les règles faciles. Alors, pour info, vu que c'est pour la vidéo, hein, pour info, il y a plusieurs variantes de jeu qui ont été donc proposées au moment du deuxième KS parce que le jeu était vraiment trop dur. Je vous dis, pour gagner le scénario 1, il faut faire 6, 7, 8 runs parce que tellement que c'est dur. Donc là, nous, on va jouer avec les variantes. Donc, vous voyez, le mode facile pour le chapitre 1. Donc, nous, on va jouer avec ça, avec le mode facile.
Et on va jouer avec la variante endurance augmentée aussi. Voilà, pour ce qu'on va faire. Variante corruption réduite, ils nous disent en fait de ne pas mettre les jetons corruption. Mais moi je les mets, je trouve ça quand même rigolo. Donc nous on va jouer avec les deux variantes donc officielles, hein, c'est des variantes officielles, il n'y a pas de problème. La première variante officielle c'est endurance augmentée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 actions, on en a 4. Ça va augmenter un petit peu la facilité du jeu. Et on va jouer au mode facile pour le chapitre 1, parce que là on est sur le chapitre 1, parce que le chapitre 1 je vous dis il est quand même assez dur. On va jouer en mode facile, voilà. Donc je vous expliquerai les différences. Là la première différence que je vous explique c'est qu'en temps normal on a 3 actions, mais là avec l'endurance augmentée on passe à 4 actions. Voilà. Ok pour ça, donc ok pour les monstres, maintenant il va falloir choisir les investigateurs. Bon, enfin c'est pas des investigateurs en fait, c'est des personnages. Alors pareil, même chose, hein, les personnages. Il y a la blinde, c'est un truc de malade, regardez tout ce qu'il y a. C'est juste n'importe quoi, enfin c'est... Comment voulez-vous choisir là-dedans? C'est juste insane tout ce qu'il y a. Franchement, je crois même qu'il y en a même moins dans les contrées pour vous dire, tellement qu'il y en a. Faudrait que je compte, mais je crois qu'il y en a quand même plus ici que dans les contrées. Tellement qu'il y en a, c'est abusé, hein. Tout ça c'est des personnages, vous imaginez? Tout ce qu'il y a? C'est juste n'importe quoi. Et donc chaque personnage a évidemment une action bien précise. Et le but en fait, c'est qu'en fait, c'est pas un jeu qui se joue en campagne, mais c'est un jeu qui se joue en histoire continue. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, vous gérez tous les persos. En vrai, vous gérez tous les persos. Et vous les jouez en mode histoire continue, c'est-à-dire que une fois que vous avez fini le chapitre 1, vous allez passer au chapitre 2, mais c'est pas forcément, vous n'allez pas forcément jouer avec les mêmes personnages. C'est même conseillé de ne pas jouer avec les mêmes personnages, puisqu'en fait, il y a des personnages, suivant leur capacité, ils vont être forts dans un chapitre et nuls dans un autre, par rapport à ce qu'il faut faire. C'est aussi un petit peu la force du jeu, c'est que dans ce jeu-là, chaque chapitre est différent. C'est-à-dire que, par exemple, Zombicide, dans 80% des chapitres, vous allez aller chercher une clé verte à un point, une clé bleue à un point, ouvrir les portes, et puis en gros, vous barrez. En gros, c'est un peu ça. Ici, non. Ici, les scénarios sont tellement différents, avec des mécaniques de jeu tellement différentes, que c'est juste... à chaque nouveau chapitre, c'est limite un nouveau jeu. Sans vous mentir. Hein. Parce que tellement que c'est différent. Alors évidemment, les règles restent les mêmes, mais c'est vraiment différent. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais si vous faites par exemple le chapitre 1 et le chapitre 2, vous verrez vraiment que ça n'a rien à voir. Les deux, c'est deux chapitres qui n'ont rien à voir. Le chapitre 1, ça va être plus de la survie, de la rapidité, alors que le chapitre 2, c'est plus de la gestion. Enfin, c'est vraiment non, c'est vraiment rien à voir. Et chaque chapitre est vraiment différent. C'est un peu la force du jeu aussi. Hein. Donc la force du jeu, c'est qu'il y a beaucoup de monstres, beaucoup de personnages et chaque chapitre est différent. C'est vraiment très très fort. Hein. Franchement, celui qui a créé le jeu, il a vraiment été fort, je trouve, pour créer les scénarios différents parce que vraiment c'est impressionnant. Donc ce qui fait qu'en fait, par exemple, un personnage, par exemple, lui, il va être fort au chapitre 1, mais il va être pourri au chapitre 2 puisque les mécaniques du jeu ne sont pas les mêmes. Et donc sa compétence va être plus utile pour le chapitre 1 que pour le chapitre 2. Vous voyez? Donc du coup, c'est important de jouer avec tous les personnages. Donc en fait, c'est pas vraiment un jeu en campagne parce que les personnages vont pas level up, ils vont pas XP et vous n'allez pas forcément garder les mêmes personnages. C'est justement là la difficulté du jeu, c'est-à-dire que en gros, il va falloir trouver les bons personnages pour finir le chapitre. C'est ça justement qui est bien et qui est bien si on aime le try and die. Enfin, die and try ou j'ai vu inversement. Enfin bref, si on aime le tryhard entre guillemets. Parce que par exemple, le chapitre 1, vous allez le faire avec 4 personnages, puis vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, les 4 personnages ne composent pas vraiment avec le chapitre. Donc vous allez en prendre 4 autres. Et donc c'est ça la force du jeu aussi, c'est de pouvoir recommencer les chapitres tout en prenant d'autres personnages pour faire une stratégie différente. Et c'est ça qui est fort. Donc là, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Je vais passer par l'autre caméra. Je ne sais pas si on va tous les voir un par un, parce qu'il y en a vraiment énorme. Ça, il y en a vraiment, ouais, c'est la blinde. On commence avec Lucas Kane, donc fluctuation de la réalité, attaque pour déterminer votre champ de vision. Ne tenez aucun compte des murs ni des portes fermées ou verrouillées. Ah ok, c'est pas mal ça. C'est-à-dire que lui il peut voir à travers les murs. Une fois par activation, vous pouvez dépenser X points de santé mentale pour verrouiller une porte située à moins de X cases de vous. Et si le verrou est cassé, vous devez d'abord dépenser 1 point de santé mentale pour le réparer. Ok. Ok, d'accord.
Ok, donc lui, il est plus pour les portes. Donc voilà. Donc vous voyez, lui, il a une mécanique vraiment pour les portes. Et il me semble qu'il y a un scénario, je crois que ça va être le 5 ou le 6, où justement, il faut fuir, je crois, un boss. Il ne faut pas le tuer, mais il faut le fuir. Et justement, le fait de jouer avec les portes verrouillées, ça peut aider à le fuir. Là, dans le chapitre 1, je sais pas si ça va vraiment être utile de verrouiller les portes. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en mouvement dans le chapitre 1, vous voyez. Donc lui, je pense pas le prendre pour le chapitre 1. On a Clarence Branon qui est manipulation de la rage. Choisissez un autre investigateur, il peut immédiatement effectuer une attaque gratuite. Ça c'est bien. Ça c'est bien du coup. Au cours de votre activation, vous pouvez dépenser un point de santé mentale pour choisir un investigateur. Celui-ci gagne un jeton de folie furieuse. Et au cours d'une attaque, cet investigateur peut retourner X jetons de folie furieuse pour infliger autant de points de dégâts. Ok, d'accord. Lui, le fait qu'il donne une attaque, c'est pas négligeable. Après, c'est pas un scénario à attaque. Comme je vous ai dit, c'est un scénario à courir et à fuir. Mais on va obliger évidemment de faire un petit peu d'attaque pour tuer un maximum de monstres. Mais c'est pas forcément, c'est pas vraiment un scénario où on va attaquer. Il y a des scénarios par contre où il faut tuer tous les monstres, enfin un maximum de monstres possible, où lui il est vachement utile du coup parce qu'il faut faire des attaques. Mais on le garde quand même de côté, il peut être rigolo. Ward Phillips, donc pour ceux qui reconnaissent un petit peu le clin d'œil, à votre avis? À votre avis, c'est qui? C'est Lovecraft, tout à fait. Donc alors, rêveur intrépide, une fois par activation, vous avez droit à une action de repos gratuite. Pas mal, donc lui il a droit à une action de repos gratuite, on verra évidemment à quoi ça correspond. En gros, le repos, c'est pour récupérer de la santé mentale. Quand un investigateur doit piocher une carte de démence, vous pouvez en piocher une de plus par point de santé mentale que vous dépensez. Et l'investigateur choisit celle qu'il préfère et défausse les autres. Donc ça c'est pas mal parce que quand on fait de la démence, du coup, on peut prendre le moins pire. Sachant qu'il commence avec un Necronomicon. Ah oui, le Necronomicon, c'est marrant ça. Il est rigolo aussi lui, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Randy Carter. Une fois par activation, vous pouvez accomplir une action d'investigation ou de fouille gratuite. Ok, donc soit avec, on va pouvoir fouiller ou investiguer. Ok, super. Et elle récupère tous les pions investigateurs, tous les pions santé mentale des autres. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Elle a 5 de santé mentale. Est-ce qu'on va la prendre, elle? Parce qu'elle fait une action. Ouais, à voir. Pas sûr. Moyen. Christopher Dalton. Alors Christopher Dalton, illumination dans les ténèbres. Lorsque les monstres vont apparaître sur la case où vous vous trouvez, vous pouvez les placer à un autre point de génération de monstres. Ça c'est pas mal. De plus, vous traitez les effets de corruption sur votre case comme s'ils n'existaient pas. Ah ouais, c'est fort ça. Une fois par activation, vous pouvez dépenser un point de santé mentale pour infliger un effet de ralentissement ou un effet d'affaiblissement à un monstre non épique. Ou faire les deux. C'est vraiment pas mal lui parce qu'il contrôle un petit peu les monstres et il contrôle les spawns. Donc lui j'aime beaucoup, je pense qu'on va le prendre. Voilà, parce qu'il contrôle les monstres, ça c'est plutôt cool. Lui c'est qui? Je sais pas. Parce que la caméra veut pas. Parce qu'elle est pas gentille. C'est bon, t'as fini ton bordel, on peut y aller. Ok, donc c'est Isa Wessenthal. Ok. Une fois par activation, vous pouvez regarder les 3 premières cartes d'un paquet de cartes face cachée et les replacer au-dessus ou en dessous du paquet dans l'ordre de votre dans l'ordre que vous souhaitez. Donc ça c'est pareil, manipulation de destin. Avant qu'un investigateur lance des dés, vous pouvez dépenser un point de santé mentale pour choisir un chiffre entre 1 et 6. Et le résultat du lanceur égal à ce chiffre est considéré comme un 6. Ouais, c'est rigolo ça aussi. Lui il se combatte bien justement avec un autre personnage qu'on verra. En fait, il y a un personnage qui peut relancer tous ses 1. Du coup, en fait, il faut savoir, c'est comme ce jeu, c'est comme les contrées. C'est-à-dire qu'on réussit que sur un 5 ou un 6. Et il y a un personnage qui relance tous ses 1. Donc, ce qui veut dire que le personnage qui relance tous ses 1, il ne peut pas rater sur 1, on est d'accord. Ce qui veut dire qu'il réussit sur 1, 5, 6. C'est-à-dire il a 50% de chance. C'est comme si le mec était béni dans les contrées. Et grâce à lui, si je mets lui en combo avec l'autre, je vais dire un chiffre, par exemple, je vais dire 2. Ce qui fait qu'il va réussir sur tous les 2, sur tous les 1, sur tous les 5 et sur tous les 6. Donc ça fait 4 faces sur 6, vous imaginez? 4 faces, ouais, 4 faces sur 6. Ce qui fait qu'il a que 2 faces où il rate. Donc en fin de compte, au lieu d'avoir 33% de chance pour réussir, ben, en fait, il a 33% de chance de rater. Donc en fait, c'est plutôt intéressant de le jouer avec l'autre qui se combotte.
Vraiment très bien. Et après, même chose, il est quand même fort aussi, puisque grâce à sa manipulation du destin, il peut faire que les autres gagnent 50%, quoi. Au lieu de faire un 33%, on va faire un 50%. Donc c'est pas négligeable, hein. Après, il a quoi? 5 santé mentale, donc il va pouvoir le faire 5 fois, jusqu'à ce qu'il se repose, évidemment. Donc il est pas mal aussi. À voir ce qu'on va faire. Anna, c'est une petite fille. Alors, je sais pas pourquoi il y a une petite fille sous l'eau. Vous pouvez infliger un point de dégâts supplémentaires aux monstres par jeton d'Anna posé sur leur carte quand vous tuez. Ok, donc elle a des jetons, je me rappelle. On va pas la jouer parce qu'elle a une mécanique un peu spécifique et que là pour le chapitre 1, je vois pas trop l'intérêt. Charles Ryan. Donc Charles Ryan, la petite particularité, c'est que lui, vous voyez, il arrive directement avec une espèce de robot et en fait, du coup, il peut aller sous l'eau sans dépenser d'oxygène. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc lui, il est très fort pour aller sous l'eau tout le temps puisqu'il ne dépense pas d'oxygène. Par contre, attention, il n'a pas beaucoup d'évasion parce que là, c'est l'évasion, il a que 3. Ce qui est vu qu'il est dans un robot, il ne peut pas aller très vite. Ce qui fait que lui, il peut vite se faire emprisonner par les monstres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si on envoie lui, par exemple, sous l'eau chercher un objectif ou autre, faut faire attention à lui par rapport aux monstres parce que lui, il peut vite se faire emprisonner. Mais je pense pas que je vais le prendre. Roman Asimov. Réduit temporairement la résistance de tous les monstres de 1. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est que quand lui attaque. Pendant votre action, vous pouvez dépenser un point de santé mentale pour marquer un monstre non épique à l'aide de l'un de vos jetons, ce qui réduit sa résistance de 1 par jeton. Ah oui, c'est pas mal. Reprenez vos jetons à la mort du monstre. Vous pouvez utiliser cette capacité à plusieurs reprises. C'est pas mal du coup parce que vous pouvez dépenser un point de santé mentale pour marquer un monstre non épique à l'aide d'un de vos jetons. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que du coup, la résistance des monstres qu'on a pioché, elle est quand même pas mal. D'ailleurs, on voit pas là. Mais en fait, la résistance des monstres, c'est ce qui est ici. C'est le petit là, vous voyez, donc ça c'est ses points de vie. Et à côté, le petit 2 là, par exemple, c'est la résistance. Ce qui fait qu'il y aura toujours la résistance qui va passer avant de passer les points de vie, vous voyez. Donc le fait de baisser, de réduire la résistance, ça vaut le coup. Parce que là, il y a par exemple 2 de résistance, ce qui est énorme. Là, il y a 2 de résistance, 1 de résistance. Bon, lui, il a 0. 0 et 1. Donc quand même, il y en a quand même, il y a 3 monstres quand même. Ça peut être pas mal de baisser les résistances des hydres et des difformes. Et après, ouais. Sachant que là, les voraces, attention, c'est marqué mise en place. Placez la carte de monstre du cannibale à droite de celle-ci. Donc en fait, pourquoi? Parce que les voraces vont pouvoir se transformer en cannibale. Je sais pas d'ailleurs où je l'ai foutu la carte. Elle est là. Les boursouflés, c'est mes monstres préférés. Je sais pas où ils sont. Cannibale, voilà. Donc eux vont pouvoir se transformer en cannibale. Vous voyez, ils ont 6 points de vie, 1 de résistance. Ça rigole pas là, hein. Ça rigole pas. 6 points de vie, ça rigole pas. Donc il faut absolument pas qu'eux se transforment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre, c'est à droite. À côté de celle-ci. Ah, à côté. Les cannibales sont activés avant les voraces. Donc en fait, hop, ça fait comme ça, en gros. Voilà. En fait, je vais les mettre comme ça. Les cannibales, les voraces, et après, hystérie. Voilà. Il y a des monstres des fois qui rajoutent d'autres monstres, ce qui est le cas de là. Il faut les prendre en considération au moment de la mise en place. Il peut y avoir des dévoreurs d'âmes, voilà, il peut y en avoir pas mal. Il y en a pas mal. Ça c'est en plus, hein, c'est du double face, c'est en plus des monstres. Et après il y a tous les élites, enfin il y a vraiment énormément de monstres dans le jeu. Donc voilà, ça c'était pour les trucs. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de résistance, ce qui fait que ça peut être quand même utile d'avoir la compétence du... Je sais plus où il est d'ailleurs. Du mec là. Hop là. Du mec, ça peut être sympa d'avoir de la résistance en moins. Ouais, ça peut être sympa. Sachant que lui, il est quoi lui? Il y a énormément de fleuves dans le jeu, hein. C'est vraiment un jeu qui prend aux tripes avec son histoire. Il y a énormément de fluff, hein. C'est vraiment un jeu, si vous aimez le côté narratif, c'est vraiment un jeu fait pour vous. Parce que même les cartes folie et tout, vous avez ça de texte. À chaque carte, c'est vraiment narratif, c'est vraiment impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de choses à lire, c'est vraiment sympa. On verra, on le met de côté, peut-être qu'on va pouvoir l'utiliser. Arthur Welland, alors lui il peut fouiller, piocher 3 cartes de fouille, garder-en une et défausser les autres. Ouais, est-ce qu'on va le faire? Je sais pas. Il peut, en coup bas, il peut attaquer avant de lancer ses dés. Vous pouvez, je sais pas.
Dépenser un point de santé mentale pour gagner plus 1 en... Donc ça, ce symbole-là, c'est la portée. Donc uniquement avec des armes de portée, logique. Et plus 1 dé ou moins 1 en précision, plus 1 au dégâts, uniquement avec une arme au corps à corps. Ok, non, je pense pas qu'on va le prendre lui. Regan Wait. Vous pouvez utiliser les jetons de domaine des autres investigateurs comme s'ils étaient à vous. Ouais, donc elle peut utiliser les jetons de domaine justement qu'on va utiliser, vous savez, avec Dagon, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Une fois par activation, vous pouvez dépenser X points de santé mentale pour marquer X monstres non épiques à l'aide d'autant de jetons de domaine. Et un monstre marqué subit une blessure par jeton que vous lui avez affecté au terme de son activation. Reprenez-le ou les jetons sous votre contrôle une fois le monstre retiré du plateau de jeu. Donc ça c'est pas mal parce qu'elle va pouvoir tuer les monstres à distance comme ça en fait. Elle peut dépenser X points de santé mentale pour marquer X monstres non épiques. Donc ça c'est plutôt cool parce que du coup elle va pouvoir tuer les monstres à distance. Elle a 6 de santé mentale. Un monstre marqué subit une blessure. Vous imaginez? Et comme c'est une blessure, il n'y a pas de résistance. Parce qu'en fait, il faut bien faire la différence dans le jeu. Il y a blessure et dégâts. Dégâts, ça va être pris en compte par la résistance. Par contre, les blessures, non. Ce qui fait que si elle assigne 3 blessures, enfin 3 jetons pardon, à un monstre, et bien hop, il va mourir. Reprenez le ou les jetons sous votre contrôle une fois le monstre tiré du plateau de jeu. Donc ça, elle, je pense qu'on va la jouer. Parce que pour elle, elle est anti-monstre. Et il nous faut tout le temps un anti-monstre dans la team. Un ou deux anti-monstres dans la team. Donc elle, on va la jouer. Et du coup, on va se servir des jetons domaine, évidemment. Alors, Meredith Wait. Donc lorsque vous devez piocher une carte de domaine, vous pouvez prendre les 3 premières cartes, gardez celle que vous préférez et remettez les 2 autres sous le paquet. Donc voilà, non, elle aussi, elle joue avec les domaines, mais on va pas la prendre. Non, on va pas la prendre. Pris, alors elle, c'est un robot. C'est un robot qui copie un autre en fait. C'est-à-dire au début de votre activation, choisissez un investigateur. Jusqu'à votre prochaine activation, vous gagnez toutes les capacités mentionnées sur la carte de l'investigateur choisi. Et si vous devez dépenser de la santé mentale, c'est lui qui la dépense à votre place. Ce qui fait qu'en fait, elle copie. Donc par exemple, elle pourrait copier elle pour gagner ses capacités des jetons domaine. Elle pourrait copier lui pour gagner ses capacités. Après, c'est quand même eux qui dépensent la santé mentale pour elle, ce qui fait que ça revient un petit peu au même. C'est juste qu'on gagne du temps en gros. Vous ne pouvez jamais recevoir de jetons de santé mentale ou de jetons de dément, tout comme vous ne pouvez pas piocher de carte conscience ni de carte démence. Voilà. Donc elle est sympa parce qu'elle se combotte aussi avec un personnage. Par exemple, un personnage qui dit oui, gagner une action gratuite. Et ben elle va combattre. Et du coup, elle va pouvoir aussi donner l'action gratuite. Vous voyez? Donc elle combatte pas mal. Par exemple, tout à l'heure avec le personnage qui donnait une action d'attaque gratuite, par exemple Clarence. Ça, c'est une capacité. C'est une action, c'est une capacité. Et du coup, elle, comme elle copie, elle gagne également la capacité. Ce qui fait qu'on gagne quand même pas mal d'actions. Surtout de déplacement, quoi. Mais je pense pas qu'on va la jouer. Parce qu'on va jouer avec la variante 4 actions. Par contre, si je n'avais pas joué avec la variante 4 actions, pour le chapitre 1, elle est indispensable. Elle est indispensable. Vous ne pouvez pas gagner le chapitre 1 si vous n'avez pas pris elle sans... Enfin, si, vous pouvez gagner, mais ça va être beaucoup plus dur pour les mouvements. Dakota. Vous pouvez choisir de transformer une action en jeton d'action. Ah ouais, d'accord. En fait, elle, planque, en fait, c'est... elle prend des actions qu'elle dépensera plus tard. Pas intéressant. David. Au début de vous pouvez gagner des jetons d'Android. Ah oui, jusqu'à en avoir autant que le nombre de blessures que vous avez subies. Vous pouvez défausser l'un de ces jetons pour relancer un dé. Ouais, ok. Donc lui, c'est une sorte d'Android, d'un robot. Et il peut dépenser des jetons Android. Vous voyez ce que je vous ai dit, hein, chaque personnage a vraiment une mécanique différente. Et le but, c'est de trouver justement les personnages qui vont se combattre par rapport au chapitre que vous allez faire. Alors lui, il est rigolo parce qu'au début de la phase d'activation, vous pouvez changer la position de votre carte d'activation avec celle d'un autre investigateur. Stephen Cooper. Donc lui, en fait, il va pouvoir se déplacer dans le temps pour changer son positionnement d'activation. Alors qu'en temps normal, c'est impossible. Donc il est rigolo, mais dans ce chapitre-là, il n'est pas forcément utile. Emma Kruger, un de mes persos préférés. Parce que, justement,
C'est celle que je vous disais tout à l'heure par rapport au 1 où elle peut relancer ses dés. Et puis j'adore l'illustration. Je trouve qu'elle ressemble à... Je sais plus comment elle s'appelle, la fille là dans les Marvel, l'actrice là, mais elle lui ressemble. Enfin bref. Donc vous infligez une blessure supplémentaire. Donc ça c'est plutôt cool parce que quand elle attaque, elle inflige une blessure supplémentaire. De plus, vous pouvez rejouer tous vos 1. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle, elle va réussir sur 5 ou sur 6 et sur 1. Puisque à chaque fois, elle peut rejouer tous ses 1. Tout le temps. Ok? Ce qui fait qu'elle réussit sur 3G. Si vous la couplez avec, enfin la couplez, pas la coupler, mais si vous la mettez avec en plus le mec qui dit que on contrôle la destinée et que vous choisissez un numéro et du coup c'est compté comme une réussite, ce qui fait qu'elle réussit sur 1, sur 5, sur 6 et le numéro que vous avez choisi. Vous choisissez par exemple 2, ce qui fait qu'elle réussit sur 1, 2, 5, 6. Vous avez vu, elle réussit du coup sur pratiquement sur 4 faces à la place de 2. Donc c'est juste énorme. Donc par contre le seul bémol c'est qu'elle commence avec un couteau multi-usage, c'est pas super top. Donc il faut essayer de la stuff. Mais une fois qu'elle est stuff, du fait déjà qu'elle réussisse tous ses 1, eh ben, c'est 50% de chance à la place de 33. Donc c'est pas rien hein, sur une attaque. Je sais plus où est le mec qui... c'est lui ou pas? Je sais plus qui c'est qui... C'était pas lui non? Non, lui c'est la résistance. Ah c'est lui Isaac. Ouais c'est lui. C'est lui manipulation du destin. Voilà. Avant qu'un investigateur lance des dés, vous pouvez dépenser un point de santé mentale pour choisir un chiffre de 1 à 6. Donc là, vous choisissez par exemple 2. Donc vous choisissez 2 avec elle. Donc elle relance tous les 1. Donc elle ne peut pas rater sur 1. Elle gagne sur 2 grâce à lui. Elle gagne sur 5. Elle gagne sur 6. Donc elle gagne pratiquement sur toutes les faces à part 2. Pas où je dis 2, mais vous pouvez choisir 4. Hein, c'est pareil. Hein. Vous pouvez choisir 3, ça ne change rien. C'est juste le principe qu'il y a 6 faces sur un dé. Donc les deux là se combattent super bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, trouver des combos qui se combattent super bien. Le problème c'est que lui, il va falloir dépenser de la santé mentale à chaque fois pour pouvoir faire cette action là. Donc après vous pouvez faire entrer Randy qui va comboter derrière encore une fois. Parce que elle, Randy, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer de la santé mentale aux autres. Donc hop, elle récupère. Et après, elle va se reposer. Ce qui fait qu'elle n'en aura plus de santé mentale. Donc lui, il va dépenser sa santé mentale. Elle va récupérer. Donc en fait, ça se combotte, vous voyez. Donc en fait, c'est ça qui est fort dans le jeu, c'est trouver les persos justement qui se combattent bien. Donc là, on a un combo, par exemple. Avec ces 3 personnages-là, on aurait un combo. Donc je pense que Randy, je vais la prendre. Parce que Randy est vraiment très forte, très utile pour récupérer la santé mentale. Après, le combo là, les deux là, on verra si on le prend ou pas. Je le mets de côté, le combo. On verra si on le prend. Évidemment, je l'ai déjà fait plein de fois ce combo, vous vous doutez bien. J'aurais bien voulu prendre aussi Ward Philippe. Il y a une action de repos gratuite par tour. C'est pas négligeable. Hein. C'est vraiment pas négligeable. On verra. Ensuite, il nous faut déjà, là, il nous va falloir un combattant. Parce que là, on a un mec qui contrôle, enfin, elle qui contrôle les monstres en les tuant à distance, mais c'est pas vraiment une combattante. On a lui qui contrôle le spawn des monstres. Hein, il ne contrôle pas les monstres, mais il contrôle le spawn. Donc on a un contrôle de spawn. On a un contrôle de tuer les monstres à distance. On a un contrôle de santé mentale parce qu'elle récupère toute la santé mentale. Il nous manque du combat. On n'a pas de combat. Ouais, on n'a pas de combat. Et peut-être du déplacement, on va voir. Jared Drake, du coup, lancez un dé supplémentaire quand vous attaquez avec un flingue. C'est pas mal. Lui, il est plutôt combattant, hein, comme vous pouvez le voir, du coup. Tir de couverture. Donc, vous pouvez dépenser un point de santé mentale pour attaquer un monstre une fois avec un flingue quand il vient de vous attaquer. Vous pouvez aussi dépenser 2 points de santé mentale pour attaquer avant lui. Ah ouais. Ouais, donc lui, en fait, c'est vraiment un tireur d'élite. Enfin, un tireur d'élite, c'est un attaquant, quoi, entre guillemets. Et du coup, un dé supplémentaire quand vous attaquez avec un flingue, c'est pas négligeable aussi. Hein. C'est pas folichon, mais c'est pas négligeable. Il commence avec un pistolet. On a Franklin Christie, donc lui c'est carrément un combattant, on voit bien, hein, de toute façon il n'y a pas photo. Lorsque vous devez lancer des dés, vous avez le droit à un dé supplémentaire s'il n'y a aucun autre investigateur sur votre case. Ah ouais, il est un petit peu solitaire lui du coup. Utilisez cette capacité comme une arme corps à corps en fait, avec 3 dés
4 de précision et 1 de dégâts. Vous pouvez dépenser un point de santé mentale pour retourner un dé que vous venez de lancer sur sa face opposée. Donc ça c'est rigolo. D'accord. Ouais, ok, moyen. Enfin moyen non, il est fort, mais on va pas le prendre. Alors Jacob Clark, lui, c'est limite le plus fort, je crois. Enfin, c'est pas le plus fort, mais son arme est extrêmement forte. Mais par contre, il faut beaucoup de réussite. Lancez un dé en plus de vos dés d'attaque. Si votre cible était un monstre non épique, vous le tuez instantanément. Faut lancer un dé 12, je crois, ou c'est un dé 20, je sais plus. Si on a ce symbole-là, on le tue, mais c'est une chance sur 12. Hein, vous en doutez bien, c'est pas facile. Mais c'est quand même une chance sur 12. Lorsque vous tuez un monstre, vous pouvez dépenser un santé mentale pour placer un jeton de cadavre. Par la suite, au cours de son activation, l'utilisateur de cette case peut prendre le jeton et le défausser pour piocher une carte de conscience. Ça, c'est fort aussi. Hein. Ça, c'est pas mal. Je vais changer la lampe, excusez-moi. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Alors lui, c'est un combattant et vraiment, son arme est vraiment très forte. Il fait énormément de dégâts. Ouais, il fait énormément de dégâts. Ah, elle, Amanda Weaver, donc il y en a peut-être qui l'ont reconnu avec le chat. Oui, c'est bien la fille de Alien, hein, c'est bien un clin d'œil à la fille de Alien. De toute façon, je crois que dans Alien, elle s'appelle aussi Amanda Weaver, je crois, il me semble. Donc elle, c'est juste qu'elle a un chat. Mais le chat, en fait, il fait diversion, mais là, c'est pas vraiment utile. Dans ce scénario-là, c'est pas vraiment... Samuel Smith, donc lui, pareil, c'est un combattant. Vous pouvez déplacer un monstre non épique sur le plateau d'une case dans votre direction. Ouais. Moyen. Par contre, lui, vous voyez, en termes de déplacement, lui, il est fort en termes de déplacement. Pourquoi? Parce qu'il peut dépenser un santé mental pour déplacer un mec avec vous. Donc lui, il est fort aussi sur le chapitre 1 parce qu'il faut courir, entre guillemets. Felicia Armitage. Soigne, c'est un soin, c'est un médic. Ah oui, c'est un médecin. C'est marqué là en plus, je suis con. Hein. Une fois par activation, vous avez le droit à un déplacement gratuit. Ah, c'est fort. C'est fort du coup. Et vous voyez le robot là, ce que je vous disais tout à l'heure, le robot qui copie là. Le robot, vous le jouez avec Felicia, ce qui fait qu'elle, elle a le droit à une action gratuite. Plus, et le robot, il a le droit aussi à une action gratuite. Vous voyez, c'est fort quand même. D'accord. Bon, elle, c'est un soigneur. Donc, pirate informatique. Vous pouvez mettre de côté jusqu'à 3 dés. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, elle conserve les dés par exemple réussite, et on pourra les réutiliser plus tard. Mais on va pas l'utiliser. Sophie. Alors Sophie, elle, c'est une plongeuse. Elle est assez forte parce que de base, elle a une capacité qui tape à distance et qui, on s'en fout des murs. Vous pouvez prendre pour cible n'importe quel monstre à moins de 3 cases, sans porte fermée ou verrouillée entre vous et lui. Il n'a pas besoin de se trouver dans votre champ de vision. Donc voilà, en fait, il n'y a pas besoin de se trouver dans le champ de vision, mais par contre, tu ne peux pas traverser les portes fermées ou verrouillées, ce qui est logique. Harpon à tête chercheuse. Quand un autre investigateur porte une attaque qui inflige au moins un point de dégâts d'un monstre, vous pouvez dépenser un point de santé mentale pour attaquer immédiatement la même monstre. Ah ouais, d'accord, c'est pas mal. Et le dernier, on a John Murdoch. Lorsque vous tuez un monstre, vous pouvez immédiatement récupérer un point de santé mentale. Ah, c'est pas mal. C'est assez fort, hein, la pêche aux indices, c'est assez fort. Ok, bon, on a vu un petit peu tous les investigateurs. Donc là, on a pris, lui, c'est l'explorateur. Elle, c'est l'atout de la secte. Et elle, c'est la chercheuse. Donc là, il nous faut évidemment un combattant. On va peut-être faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le combo que je vous ai dit tout à l'heure avec Emma Kruger, pourquoi pas. Ouais. Emma Kruger. Et on va prendre aussi, donc du coup, lui là. Inzia machin là pour réussir le dé. Vous pouvez regarder les 3 premières cartes d'un paquet de cartes face cachée, donc ça c'est pas mal aussi. Ce qui fait qu'on va pouvoir regarder par exemple les cartes de monstres.
Comme ça, on pourra contrôler le spawn des monstres. C'est clairement pas mal. Et le dernier investigateur, du coup, il va nous falloir quand même ouais, on manque un petit peu de PV, je pense. Un tank, quoi, entre guillemets. Il y a lui. Ah, il y a Jacob, c'est vrai. Franklin Christie est pas mal aussi en termes de PV. Je sais pas. Je sais pas si je prends Jacob Clark. Il est quand même pas mal avec son arme. Puis au pire, son arme, je pourrais la donner à elle. Parce qu'elle, elle est tellement forte que je pourrais donner son arme à elle. À la rigueur. C'est un pro du sauvetage, ouais, tu m'étonnes. Après, il y en a plein, hein. Il y en a plein qui sont sympas, hein. Mais là, pour le chapitre 1, il faut courir quand même pas mal. Il faut courir pas mal et il faut dézinguer les monstres assez vite. Il fait quoi, lui? Ah oui. Non, autrement, mince, l'autre, là, il y avait... Parce que Philippe, lui, il fait quoi? Ouais, non. Comment il s'appelle, l'autre, là? Vous savez, qui fait avec les... Lui, là. Vous pouvez dépenser un pion de santé mentale pour marquer un monstre non épique à l'aide de l'un de vos jetons, ce qui réduit sa résistance de 1 par jeton. C'est pas mal ça, hein. C'est pas mal de réduire la résistance, hein, parce que ça va nous aider à les tuer en fait. Si les monstres n'ont pas de résistance, ça va nous aider à les tuer. Clairement. Clairement, c'est pas pourri. C'est pas pourri du tout même. Je pense que je vais prendre lui. Lui ou l'autre. Oh, je sais pas. Il a quoi? Lui, il a pas d'arme. Il a pas d'arme, donc il va falloir le stuff. Ça, c'est pas cool. Jacob ou lui? Jacob, il a déjà une arme, ça c'est sûr. Ah, je pense plus qu'on va prendre lui. Allez, on va prendre lui pour contrôler. Ouais, pour contrôler les monstres. Ouais, on va prendre lui. Pour nous aider en fait. Voilà les 6 investigateurs du coup. Bah ouais, du coup c'est un peu long à choisir. Désolé, il y en a tellement que c'est folichon. Et puis surtout qu'il faut surtout bien réfléchir, je vous ai dit, pour pouvoir, pour que ça combotte le plus possible. Et puis là, par exemple, le choix qu'on a fait là sur cette game seront évidemment peut-être un autre choix sur le chapitre 2, sur le chapitre 3, sur le chapitre 4, etc. Puisque comme je vous ai dit, vraiment le gameplay est différent sur chaque chapitre. C'est ça qui est la puissance du jeu. Ici, ça c'est un compteur d'oxygène en fait. On commence par exemple à 6. À chaque fois qu'on va faire une action sous l'eau, on va perdre un oxygène. Donc 5, 4, 3, etc. Une fois qu'on arrive en dessous de 0 à moins 1 par exemple, on va devoir lancer un dé pour savoir si on prend un point de dégâts. La caméra, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas, elle est pénible. Il y a des jours comme ça. C'est peut-être parce que c'est trop petit. Non, non, je sais pas. Je sais pas, je vais essayer avec l'autre. Pour voir, ah voilà. Donc moins 1, vous voyez? Donc là moins 1, ça veut dire qu'il faut que je lance un dé. Il va falloir que je lance un dé pour savoir si je vais perdre un point de vie. Après, si je perds encore de l'oxygène sans remonter, bah, je suis à moins 2. Je passe à moins 3. Moins 4, je lance 2 dés. Moins 5. Moins 6. Alors là, critique, hein, on lance 3 dés. Et puis là, boum, on est mort. Si on reste dans l'eau alors qu'on est en tête de mort, on est mort. Il va falloir obligatoirement récupérer de l'oxygène à un moment donné. Autrement, on meurt.
Voilà, c'est juste pour dire ça. Hors caméra, je vais faire tout ce qui est mince. Bah, équipement quoi en fait, parce qu'il y en a certains qui ont des équipements. Par exemple, elle commence avec une lampe torche. Vous voyez? Donc c'est écrit lampe torche, donc elle commence avec une lampe torche. Et par exemple, elle commence avec rien, parce qu'il n'y a rien de marqué. Comme il n'y a rien de marqué, elle commence avec rien. Tout simplement. Donc ça, je le ferai hors vidéo. Là, en termes de mise en place, je pense qu'on est pas mal. Il y a juste à faire le positionnement des personnages. Donc c'est-à-dire, je vais prendre les petites cartes des persos. Donc en fait, chaque personnage a une petite carte comme ça. Pour ça, vous pouvez vous amuser à les prendre aléatoirement si vous voulez, hein. Mais bon, je vous explique pas comment que ça va être dur. Donc on a pris Mike Kruger, nous. Donc on va la prendre. On a pris, non. Christophe Dalton, oui. Roman, oui. Arthur, non. Félicia, non. Samuel, non. Lui, non. 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 Oui. Non. 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 Randy, oui. Je crois que c'est bon. Ah, et elle. Voilà. Bah voilà, on a tous les personnages, toutes les cartes de personnages. Donc en fait, le but, c'est quoi? C'est de mélanger. Donc il doit y en avoir 6, c'est ça. Donc on mélange. Et donc en fait, vous pouvez jouer à carte investigateur et du coup à la place d'avoir des cartes, en fait, vous avez des cartes vierges. Et pour dire que le fait que vous jouez qu'à 4, vous gagnez des actions en plus. Moi j'aime pas parce que du coup vous perdez quand même les compétences. C'est pour ça que je préfère jouer à 6. Parce que quand vous jouez à 4, vous perdez quand même 2 compétences de 2 personnages et c'est pas négligeable. Surtout sur un jeu qui est assez dur comme celui-là. Voilà. Et après vous mettez les petites cartes n'importe où, au-dessus des monstres, simplement. Voilà, comme ça. Et puis ça va faire le turn order en fait. Voilà. Et donc comment ça se joue? Ben, on va commencer, je crois qu'on commence par l'investigateur. On va commencer par l'investigateur le premier. Ensuite ça va être au monstre. Ensuite ça va être à l'investigateur. Ensuite ça va être au monstre. Ensuite ça va être à l'investigateur. Ensuite ça va être au monstre. Ensuite ça va être à l'investigateur, etc., etc. On fait comme ça, touc, 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 à chaque fois. Et donc, après, quand le premier tour par exemple est terminé, ben cette carte-là, hop, elle va passer tout au fond et là on va pousser en fait. Ce qui fait que le premier va jouer dernier. Vous voyez? À chaque fois. Ce qui fait que c'est super important de bien faire attention à ce que va faire le premier. Parce que le premier, suivant où il va être placé, ben, tous les monstres vont jouer avant lui. Donc c'est ça, la stratégie elle va être là en fait. Par contre là, en termes de mise en place, évidemment, je ne vais pas laisser ça comme ça parce que vous, ça vous bouffe un petit peu de plateau. Je vais voir comment je peux faire pour avoir le turn order. Je le mettrai peut-être en dessous, je sais pas, ouais, je pense, j'ai pas le choix de toute façon. J'ai pas vraiment le choix. Voilà. Bah voilà, j'espère que en tout cas ça vous plaît. Première vidéo de mise en place. On a mis la mise en place. Donc en fait, je récupérais les. J'ai pas mis encore évidemment les figurines. Je récupérerai les figurines hors caméra de chacun. Et on commence là-bas le scénario. Et puis je ferai une petite vidéo. Je pense qu'avant de commencer le scénario 1, je ferai une vidéo de lecture. Pour vous expliquer, pour lire en fait, lire l'histoire entre guillemets. Puis après, je commencerai l'épisode 1. Je pense que je vais faire 2 vidéos comme ça coupées. Voilà. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Je remercie encore tous ceux qui ont voté, évidemment, hein, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis, pour vous remercier, je vais faire une vidéo de tous les jeux que vous avez notés. Voilà. Donc, on commence par Deep Madness, mais on fera évidemment plein d'autres jeux. On se retrouve donc très bientôt pour du coup le premier épisode de Deep Madness du coup. Et oui. Donc le premier épisode de Deep Madness. Si vous n'avez pas vu le film qui ressemble au jeu, alors je sais plus, je crois que c'est Deep Water, un truc comme ça le film, ou Water Deep, enfin je sais plus. N'hésitez pas à aller le voir, franchement il est vraiment sympa. Il est pas mal. Ça casse pas trois pattes un canard, mais c'est pas mal. En plus à la fin, bon bah je vais pas vous spoil, vous vous doutez bien. Voilà. Donc merci à vous, en tout cas encore une fois. On se retrouve donc très bientôt pour la suite et du coup pour la partie de Deep Madness. En attendant, 2 mots de la fin comme d'habitude. Le premier, je pense que vous le savez déjà. Portez-vous bien, super important. Et le deuxième, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.